Le lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Il l'amenait avec lui 6 moutons. « Je suis surpris, dit-il. Mon ami m'a acheté immédiatement le troupeau. Il avait toute sa vie rêvé d'être berger, m'a-t-elle dit. Et donc c'était bon signe. Il en va toujours ainsi, dit le vieillard. Nous appelons cela le principe favorable. Si tu joues aux cartes pour la première fois, tu vas gagner, à coup sûr, la chance du débutant. Et pourquoi cela? Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. Puis il se mit à examiner les 6 moutons et s'aperçut que l'un d'eux boitait. Le garçon lui expliqua que c'était sans importance, car c'était la bête la plus intelligente et qu'il donnait beaucoup de laine. « Où se trouve le trésor ?» demanda-t-il. « Le trésor est en Égypte, près des pyramides. » Il eut un sursaut, la vieille lui avait dit la même chose, mais il ne s'était pas fait payer. « Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. » Avant que le jeune homme ait pu dire quelque chose, un fanel prit son vol entre le vieillard et lui. Il se souvint de son grand-père. Celui-ci lui avait dit, quand il était enfant, que les fanels étaient signes de chance. De même que les grillons, les sauterelles vertes, les petits lézards gris et les trèfles à 4 feuilles. « C'est cela, » dit le vieillard, qui pouvait lire dans ses pensées. « Tout à fait comme ton grand-père t'a appris. Ce sont là les signes. » Puis il ouvrit le manteau qui l'enveloppait. Le jeune garçon fut impressionné parce qu'il vit alors et se souvint de l'éclat qu'il avait ébloui la vieille. Le vieil homme portait un pectoral en or massif, tout incrusté de pierreries. C'était vraiment un roi. Il devait se déguiser de cette manière pour échapper aux brigands. « Tiens, dit-il en retirant une pierre blanche et une pierre noire qui étaient fixées au centre du pectoral. Elle se nomme Urim et Thummim. La noire veut dire oui, la blanche signifie non. Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront, mais pose toujours une question objective. D'une façon générale, cherche à prendre tes décisions par toi-même. Le trésor se trouve près des pyramides, et cela, tu le savais déjà, mais tu as dû payer le prix de 6 moutons parce que c'est moi qui t'ai aidé à prendre une décision. Le jeune homme enfouit les 2 pierres dans sa besace. Dorénavant, il prendrait ses décisions lui-même. N'oublie pas que tu n'es qu'une seule chance. N'oublie pas le langage des signes et surtout n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle. Auparavant, toutefois, j'aimerais te conter une petite histoire. Certains négociants envoya son fils apprendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous les hommes. Le jeune garçon marcha 40 jours dans le désert avant d'arriver finalement devant un beau château, au sommet d'une montagne. C'était là que vivait le sage dont il était en quête. Au lieu de rencontrer un saint homme, pourtant notre héros entra dans une salle où s'est déployée une activité intense. Des marchands entraient et sortaient et des gens bavardaient dans un coin. Un petit orchestre jouait de suaves mélodies. Il y avait une table chargée des mets, les plus délicieux de cette région du monde. Le sage parlait avec les uns et les autres, et le jeune homme dut patienter 2 heures durant avant que ne vînt enfin son tour. Le sage écouta attentivement le jeune homme, lui expliquer le motif de sa visite, mais lui dit qu'il n'avait alors pas le temps de lui révéler le secret du bonheur.
et il lui suggéra de faire un tour de promenade dans le palais et de revenir le voir à 2 heures de là. « Cependant, je veux vous demander une faveur, » ajouta le sage, en remettant au jeune homme une petite cuillère, dans laquelle il versa 2 gouttes d'huile. « Tout le long de votre promenade, tenez cette cuillère à la main, en faisant en sorte de ne pas renverser l'huile. » Le jeune homme commença à monter et descendre les escaliers du palais, en gardant toujours les yeux fixés sur la cuillère. Au bout de 2 heures, il revint en présence du sage. « Alors, demanda celui-ci, avez-vous vu les tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger? Avez-vous vu le parc que le maître des jardiniers a mis 10 ans à créer? Avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma bibliothèque? » Le jeune homme, confus, dut avouer qu'il n'a rien vu du tout. Son seul souci avait été de ne point renverser les gouttes d'huile que le sage lui avait confiées. « Eh bien, retourne faire connaissance des merveilles de mon univers, » lui dit le sage. « On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. » Plus rassuré maintenant, le jeune homme prit la cuillère et retourna se promener dans le palais, en prêtant attention cette fois à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur et au plafond. Il vit les jardins, les montagnes alentour, la délicatesse des fleurs, le raffinement avec lequel chacune des œuvres d'art était disposée à la place qui convenait. De retour auprès du sage, il relata de façon détaillée tout ce qu'il avait vu. « Mais où sont les 2 gouttes d'huile que je t'avais confiées ?» demanda le sage. Et le jeune homme, regardant alors la cuillère, constata qu'il les avait renversées. « Eh bien, dit alors le sage des sages, c'est là le seul conseil que j'ai à te donner. Le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. » Le berger demeura sans rien dire. Il avait compris l'histoire du vieux roi. Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. Le vieillard regarda le jeune homme et de ses 2 mains ouvertes, fit sur sa tête quelques gestes étranges. Puis il rassembla ses moutons et s'enfuit. Surplombant la petite ville de Tarifa existe une vieille forteresse, jadis construite par les Morses, et qui s'assied sur ses murailles peut voir de là une place, un marchand de pop-corn et un morceau de l'Afrique. Melchisédek, le roi de Salem, s'assit ce soir-là sur les remparts du fort et sentit sur son visage le vent que l'on nomme le vent. Les brebis près de lui ne cessaient de s'agiter, inquiètes, troublées par le changement de maître et tous ces bouleversements. Tout ce qu'elle désirait, c'était seulement de quoi manger et boire. Melchisédek observa le petit bateau qui s'éloignait du port. Jamais il ne reverrait le jeune berger, de même qu'il n'avait jamais revu Abraham après lui avoir fait payer sa dîme. Et cependant, c'était son œuvre. Les dieux ne doivent pas avoir de souhait, car les dieux n'ont pas de légende personnelle. Toutefois, le roi de Salem, dans son fort intérieur, fit des vœux pour le succès du jeune homme. Dommage, il aura bientôt oublié mon nom, songea-t-il. J'aurais dû le lui répéter plusieurs fois. Quand il aurait parlé de moi, il aurait pu dire que je suis Melchisédek, le roi de Salem. Puis il leva les yeux au ciel, un peu confus de ce qu'il venait de penser. Je sais, ce n'est là que vanité des vanités, comme toi-même l'as dit, Seigneur. Mais un vieux roi peut parfois avoir besoin de se sentir fier de lui. Quel étrange pays que l'Afrique, pensa le jeune homme. Il était assis dans une sorte de café identique à d'autres cafés
qu'il avait pu voir en parcourant les ruelles étroites de la ville. Des hommes fumaient une pipe géante qui se passait de bouche en bouche en l'espace de quelques heures. Il avait vu des hommes qui se promenaient en se tenant par la main, des femmes au visage voilé, des prêtres qui montaient au sommet de hauts tours et se mettaient à chanter, tandis que tout le monde alentour s'agenouillait et se frappait la tête contre le sol. Pratique d'infidèle, se dit-il. Lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de voir à l'église, dans son village, une statue de Saint Jacques le Majeur sur son cheval blanc, l'épée dégainée, foulant aux pieds de personnages qui ressemblaient à ces gens. Il se sentait mal à l'aise et terriblement seul. Les infidèles avaient un regard sinistre. De plus, dans la hâte du grand départ, il avait oublié un détail, un seul petit détail qui pouvait bien le tenir éloigné de son trésor pendant un long temps. Dans ce pays, tout le monde parlait arabe. Le patron du café s'approcha et lui désigna du doigt une boisson qu'il avait vu servir à une autre table. C'était du thé, un thé amer. Il aurait préféré boire du vin. Mais ce n'était sûrement pas le moment de se soucier de ce genre de choses. Il devait plutôt ne penser qu'à son trésor et à la façon de s'en emparer. La vente de ses moutons lui avait mis en poche une somme relativement importante et il savait que l'argent est une chose magique. Avec de l'argent, personne n'est jamais tout à fait seul. Dans peu de temps, l'affaire de quelques jours peut-être, et se trouverait au pied des pyramides. Un vieil homme avec tout cet or qui brillait sur sa poitrine n'avait aucun besoin de raconter des mensonges pour se procurer ses moutons. Le vieux roi lui avait parlé de cygnes. Pendant la traversée du détroit, il avait pensé aux cygnes. Durant ce temps passé dans les campagnes de l'Andalousie, il s'était accoutumé à lire sur la terre et dans les cieux les indications relatives au chemin qu'il devait suivre. Il avait appris que tel oiseau révélait la présence d'un serpent à proximité, que tel arbuste permettait de savoir qu'il y avait de l'eau à quelques kilomètres de là. Les moutons lui avaient enseigné ces choses. Si Dieu guide si bien les brebis, il guidera aussi bien un homme, se dit-il. Il se sentit rassuré. Le thé lui parut déjà moins amer. « Qui es-tu » entendait-il demander en langue espagnole. Il ressentit un immense réconfort. Il songeait à des signes et quelqu'un avait paru. « Comment se fait-il que tu parles espagnol » demanda-t-il. Le nouveau venu était un garçon vêtu à l'occidental, mais la couleur de sa peau donnait à penser qu'il était bien de la ville. Il avait à peu près sa taille et son âge. Et si presque tout le monde parle espagnol, nous ne sommes qu'à de petites heures de l'Espagne. Assis-toi et commande quelque chose à mon compte, et demande du vin pour moi. J'ai horreur de ce thé. Il n'y a pas de vin dans le pays, rétorqua l'autre. La religion l'interdit. Le jeune homme dit alors qu'il devait se rendre aux pyramides. Il était sur le point de parler du trésor, mais préféra finalement n'en rien dire. L'arabe aurait bien été capable d'en exiger une partie pour le conduire jusque-là. Il se souvient de ce que le vieillard lui avait dit au sujet des propositions. « Je voudrais que tu m'emmènes là-bas, si c'est possible. Je peux te payer comme guide. » « Tu as une idée de la façon d'aller jusqu'au là-bas » Il remarqua alors que le patron du café se trouvait à proximité, en train d'écouter attentivement la conversation. Sa présence le gênait quelque peu. Il avait rencontré un guide. Il n'allait pas perdre cette occasion. « Il faut traverser tout le désert du Sahara, dit le nouveau venu. Et pour cela, il faut de l'argent. Je veux d'abord savoir si tu as suffisamment. » Le jeune homme trouva la question bien curieuse, mais il avait confiance dans le vieil homme et celui-ci lui avait dit que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire en votre faveur.
il retira son argent de sa poche, il le montra à son nouveau compagnon. Le patron du café s'approcha encore, regarda également. Les deux hommes échangèrent alors quelques mots en arabe. Le patron semblait être en colère. « Allons-nous-en, dit le jeune garçon. Il ne veut pas que nous restions ici. » Le jeune homme se sentit plus tranquille. Il se leva pour payer ce qu'il devait, mais le patron le prit par le bras et se mit à débiter un long discours sans pause. Le jeune homme était fort, mais il se trouvait en pays étranger. Ce fut son nouvel ami qui poussa le patron de côté et l'emmena, lui, à l'extérieur. « Il en voulait à ton argent, dit-il. Tanger, ce n'est pas comme le reste de l'Afrique. Ici, nous sommes dans un port, et les ports sont tous des repères de voleurs. » Il pouvait donc se fier à son nouvel ami, qui était venu à son aide alors qu'il se trouvait dans une situation critique. Il tira l'argent de sa poche et le compta. « Nous pouvons arriver demain au pied des pyramides, dit l'autre, en prenant l'argent, mais il faut que j'achète 2 chameaux. » Ils s'enfuirent ensemble par les rues étroites de Tanger, mais tous les coins et recoins, il y avait des étalages de marchandises à vendre. Ils arrivèrent finalement au milieu d'une grande place où se tenait le marché. Des milliers de personnes étaient là, qui discutaient, vendaient, achetaient les produits maraîchers, voisinaient avec des poignards, des tapis, des pipes de toutes sortes. Le jeune homme ne quittait pas des yeux son nouvel ami. Il n'oubliait pas que celui-ci avait maintenant tout son argent entre les mains. Il songea bien à le lui redemander, mais se dit que ce serait manquer de délicatesse s'il ne connaissait pas les usages de cette terre étrangère dont il foulait maintenant le sol. Il suffit de le surveiller, pensa-t-il. Il était plus fort que l'autre. Tout à coup, au milieu de cet homme fouillis, voilà que ses yeux tombèrent sur la plus belle épée qu'il eût jamais vue. Le fourreau était en argent, la poignée noire, incrustée de pierres précieuses. Il se fit la promesse qu'à son retour d'Égypte, il achèterait cette épée. « Demande donc au marchand combien elle coûte, dit-il à son compagnon. Mais il s'aperçut qu'il avait eu 2 secondes de distraction tandis qu'il contemplait l'arme. Son cœur se serra comme si sa poitrine avait subitement rétréci. Il eut peur de regarder de côté, sachant bien ce qu'il attendait. Il resta les yeux fixés un moment sur la belle épée, puis s'armant finalement de courage et se retourna. Tout autour de lui, le marché, les gens qui allaient et venaient, criaient, achetaient les tapis, les noisettes, les salades à côté des plateaux de cuivre, les hommes qui se tenaient par la main dans la rue, les femmes voilées, les parfums de mets exotiques, mais nulle part, absolument nulle part, la silhouette de son compagnon. Il voulut encore essayer de croire qu'il s'était perdu de vue par hasard et décida de rester sur place en espérant que l'autre allait revenir. Un moment après, un type monta dans l'un de ces fameuses tours et commença à chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leurs fronts et se mirent à chanter à leur tour. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leurs baraques et s'en allèrent. Un moment après, un type monta dans l'une de ces fameuses tours et commença à chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leurs fronts et se mirent à chanter à leur tour. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leurs baraques et s'en allèrent. Le soleil de même disparut. Le jeune homme le regarda pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il fût caché derrière les maisons blanches qui entouraient la place. Il songea que lorsque ce même soleil s'était levé ce matin-là, il se trouvait lui sur un autre continent. Il était berger, possédait 60 moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver tandis qu'il marcherait à travers la campagne. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger sur une autre terre étrangère, où il ne pouvait pas même comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger, il n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela entre le lever et le coucher du même soleil, se dit-il. Il s'apitoya sur lui-même en pensant que parfois les choses changent
dans la vie en l'espace d'un simple cri, avant même qu'on ait le temps de s'habituer à ces choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brebis. Mais la place du marché était vide. Il était loin de sa patrie. Il pleura parce que Dieu était injuste et qu'il récompensait de cette façon les gens qui croyaient à leurs propres rêves. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux et je faisais partager mon bonheur tout alentour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste et malheureux. Que vais-je faire? Je vais être plus amer et n'aurai plus confiance en personne parce qu'une personne m'a trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé les trésors cachés parce que je n'ai pas trouvé le mien. Je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il avait dedans. Peut-être restait-il encore un morceau du sandwich qu'il avait mangé à bord du bateau. Mais il ne trouva que le gros livre, le manteau et les 2 pierres que le vieil homme lui avait données. À la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé 6 brebis contre 2 pierres précieuses provenant d'un pré pectoral au nord. Il pouvait les vendre et acquérir ainsi son billet de retour. Je serai désormais plus malin, pensa-t-il, tout en retirant les 2 pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'était ici un port, et la seule vraie que ce type lui eût dite était bien celle-ci. Un port est toujours plein de voleurs. Maintenant, il comprenait enfin les efforts désespérés du patron. Dans le café, il essayait de lui dire de ne pas se fier à cet homme. Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme ils se produisent réellement. Il reste à considérer les pierres. Il caressa doucement chacune d'elles, éprouva leur température, leur surface lisse. Ils étaient son trésor. Le seul fait de les toucher lui procura une sorte d'apaisement. Il lui rappelait le souvenir du vieil homme. Quand tu veux vraiment une chose, lui avait dit celui-ci, tout l'univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à l'obtenir. Il aurait voulu comprendre comment cela pouvait être vrai. Il se trouvait là, sur une place de marché déserte, sans un sou en poche, sans brebis à garder pour la nuit. Mais les pierres constituaient la preuve qu'il avait bien rencontré un roi qui connaissait son histoire personnelle, qui était au courant de ce qu'il avait fait avec l'arme de son père et de sa première expérience sexuelle. Les pierres servent à la divination. Ils se nomment Urim et Thummim. Il remit à leur place dans le sac et décida de faire l'expérience. Le vieux avait dit qu'il fallait poser des questions claires, parce que les pierres ne pouvaient servir que si l'on savait ce que l'on voulait. Le jeune homme alors demanda si la bénédiction du vieillard était toujours sur lui. Il retira l'une des pierres, c'était oui. « Est-ce que je vais trouver mon trésor ?» interrogea-t-il. Il plongea la main dans la besace et allait saisir l'une des pierres. Quand ils glissèrent toutes deux par un trou qu'il avait dans le tissu, il ne s'était jamais aperçu que sa besace était déchirée. Il se baissa pour ramasser Urim et Thummim et le remettre à l'intérieur du sac. Mais, en les voyant par terre, une autre phrase lui revint en mémoire. « Apprends à respecter et à suivre les signes », avait également dit le vieux roi. Un signe. Le jeune homme se mit à rire tout seul. Puis il ramassa les 2 pierres et les remit dans sa besace. Il n'avait pas l'intention de la recoudre. Les pierres pourraient s'échapper par ce trou qu'elle voudrait. Il avait compris qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas demander pour ne pas échapper à son propre destin. « J'ai promis de prendre mes propres décisions, dit-il en lui-même. Mais les pierres avaient dit que le vieillard était toujours à ses côtés.
et cette réponse lui redonna confiance. Il considéra de nouveau le marché désert et ne ressentit plus le désespoir qu'il avait éprouvé auparavant. Ce n'était plus un monde étranger, c'était un monde nouveau. Après tout, ma foi, c'était justement cela qu'il voulait, connaître des mondes nouveaux. Même s'il ne devait jamais arriver jusqu'aux pyramides, il était déjà allé beaucoup plus loin que n'importe quel verger de sa connaissance. Ah, s'il savait qu'à moins de 2 heures de bateau, il existe tant de choses différentes. Le monde nouveau apparaissait devant ses yeux sous la forme d'un marché désert, mais il avait déjà vu cette place pleine de vie, il ne l'oublierait plus jamais. Il se souvint de l'épée, il avait payé le prix fort pour la contempler un instant, mais aussi n'avait-il jamais rien vu de semblable jusque-là. Il eut soudain le sentiment qu'il pouvait regarder le monde, soit comme la malheureuse victime d'un voleur, soit comme un aventurier en quête d'un trésor. « Je suis un aventurier en quête d'un trésor, pensa-t-il, avant de sombrer épuisé dans le sommeil.